Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Aujourd'hui, le renouveau de la civilisation oubliée. Pack que je n'ai pas encore reçu d'ailleurs, vu qu'il est dans une précommande qui m'arrivera qu'en septembre. Alors, première carte gardien. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je parle d'abord de la carte qu'on avait déjà, et ensuite la carte qu'on a dans cette boîte-ci. Donc dans le pack Les Profondeurs de Yos, on avait Éclipse sanglante de niveau 3, un événement qui coûte 1, trait, sort et esprit, subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante, combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 1 en volonté et infligez plus 1 dégât pour cette attaque pour chaque dégât subi en tant que coup de cette carte. Donc c'est un événement de combat qui permettait en échange de 1 à 3 dégâts subis d'avoir plus 1 à 3 en compétences et d'infliger plus 1 à 3 dégâts. Donc la possibilité en une attaque de faire 4 dégâts si on acceptait, de subir soi-même 3 dégâts. Dans cette boîte on a la version de niveau 1 et ce qui change c'est qu'on n'a pas le choix, on subit 2 dégâts, on gagne plus d'en volonté et on inflige plus de dégâts. Donc on n'a plus la possibilité de faire 4 dégâts. Si on veut faire simplement 2 dégâts, on en subit 2, alors qu'avec la carte de niveau 3 il aurait suffi d'en subir 1 pour infliger 2 dégâts, mais on économise 2 points d'expérience. Moi j'ai l'impression, alors certes si vous avez un ennemi qui a 4 points de vie, l'éclipse sanglante de niveau 1 ne suffira pas, mais quand même, globalement, moi je trouve qu'on a vraiment un meilleur ratio. Un seul point d'expérience pour ça, c'est intéressant, alors que l'éclipse sanglante de niveau 3, je l'avais plusieurs fois considéré, je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Alors, les investigateurs qui sont potentiellement intéressants. On a par exemple Zoé Samaras, qui commence quand même avec une volonté de 4 et qui de base a 9 points de vie. Donc avec la version de niveau 1, elle peut combattre à 6, et subir 2 dégâts pour elle, ça devrait pas être un trop gros problème. On a Diana Stanley, qui a le droit aux cartes gardiens de niveau 0 à 2. Voilà, elle a, de base elle a 1 de volonté, mais elle peut monter jusqu'à 6. Si elle a donc 5 cartes d'annulation face cachée sous elle. Donc voilà, elle est à 6, comme c'est une mystique, il est possible qu'elle ait en jeu Saint-Rosaire ou Clé de Saint-Hubert ou David Renfield pour se booster encore plus, et donc pour elle ça peut faire une attaque à 8 voire 10. Alors 2 dégâts, elle a 7, c'est pas la valeur la plus élevée, mais c'est quand même correct si c'est juste une fois. Calvin Wright, alors lui il a le droit aux cartes esprit jusqu'au niveau 3, donc il avait déjà accès à la version précédente. Alors lui évidemment sa caractéristique de base c'est toujours 0, mais en fonction du nombre d'horreurs sur lui, il aura une volonté plus ou moins élevée. Par contre, lui infliger 2 dégâts au moment où on joue l'éclipse sanglante, ça fait qu'on booste de 2 sa force et son agilité. Évidemment, s'il a déjà pris beaucoup d'horreur pour booster sa force et son agilité, ça pourrait le tuer, mais si vous êtes à un niveau raisonnable, ça va le booster. Et éventuellement, de la même façon que moi, quand j'utilise un chercheur comme enquêteur, je lui mets quand même 1 ou 2 cartes de combat. Si vous jouez un Calvin Wright orienté enquête, donc auquel vous allez avant tout infliger des horreurs pour booster son intelligence, vous pouvez utiliser l'éclipse sanglante comme solution de combat. Mettons que vous lui avez mis 4 horreurs pour qu'il soit bon en enquête. Vous jouez l'éclipse sanglante, il a déjà 4 de volonté, plus 2 il attaque à 6, et les 2 dégâts qu'il se prend, si vous l'avez focalisé sur l'enquête, il a probablement aucun dégât ou presque, et donc aucun problème pour lui à jouer une éclipse sanglante, voire 2 dans la partie. Et au passage,
Si vous n'avez pas réussi à lui infliger des horreurs aussi vite que possible, enfin que souhaité plutôt, et ben avec je me souviens jamais, avec analgésique, vous transformez les dégâts infligés par l'éclipse sanglante en horreur, et vous boostez encore plus son enquête. Deuxième carte, le couteau de survie. Dans la boîte de la civilisation oubliée, on avait la version de niveau 0. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, corps à corps. Action, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque. Réaction, après qu'une attaque ennemie vous a infligé au moins 1 dégât lors de la phase des ennemis, inclinez le couteau de survie. Combattre, cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus 2 en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors le couteau de survie, c'est intéressant comme arme, plutôt comme arme secondaire. Parce que son action, c'est du combat avec simplement plus en force, mais pas de bonus en dégâts. Or, si vous avez un combattant, vous voulez qu'il inflige les dégâts 2 par 2. Par contre, sa réaction, c'est du combat à force plus 2. Force plus 2 pour une arme de niveau 0, c'est très bien. Et 1 dégât à l'attaque. Mais par contre, c'est une réaction après avoir subi au moins 1 dégât de la part d'une attaque ennemie, pendant la phase des ennemis. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir laissé un ennemi, que l'ennemi vous attaque, qu'il vous inflige des dégâts. Si c'est un ennemi qui vous inflige que des horreurs, ça ne marche pas. Et après avoir subi les dégâts, vous faites une attaque. Alors, une attaque qui est très bonne vu que c'est plus de en force et de dégâts. Mais il y a des conditions un petit peu lourdes. Et c'était une carte qu'on utilisait plutôt sur un gardien. Soit si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, peut-être un gardien type tank, ou si vous jouez à moins de joueurs, un gardien qui a une bonne capacité d'encaissement des dégâts. Par exemple Tommy Muldoon, ou comment il s'appelle déjà, Léo Anderson, vu qu'il a plein d'alliés. Au passage, la version de niveau 0 du couteau de survie se combinait bien avec le chien de garde, puisque le chien de garde dit réaction quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez 1 dégât à l'ennemi attaquant. Donc, pendant la phase des ennemis, l'ennemi vous attaque, il inflige 1 dégât, donc vous subissez au moins 1 dégât. Ce dégât, vous le mettez sur le chien de garde. Comme il s'est pris 1 dégât, il inflige 1 dégât à l'ennemi attaquant. Maintenant que vous avez, posé le dégât, et ben vous activez la réaction du couteau de survie, et vous attaquez l'ennemi. C'est-à-dire que si l'ennemi a 3 points de vie, et ben entre le dégât du chien de garde et les 2 dégâts du couteau de survie, il est éliminé. Voilà. Et maintenant, le couteau de survie de niveau 2. Alors, déjà, le coup c'est le même. Il y a un icône de force en plus. J'ai dit dans la vidéo précédente, à partir du moment où sur un soutien gardien il y a 2 icônes identiques, et notamment si ce sont des icônes de force, et ben moi je pense à bien préparer. Donc je vais pas revenir encore sur cette carte. Peut-être que je ferai une vidéo entière dessus. Donc combat, vous gagnez plus d'en force pour cette attaque. Donc le bonus passe de plus 1 à plus 2. C'est appréciable, mais c'est toujours qu'un dégât. Par contre la réaction, quand un ennemi vous attaque lors de la phase des ennemis, avant de résoudre cette attaque, donc pas après avoir subi un dégât, mais avant de résoudre l'attaque, inclinez le couteau de survie. Combattre. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus d'en force, même chose, et infligez plus un dégât pour cette attaque, même chose. Donc, l'action de combat a un bonus supplémentaire de force, mais par contre la réaction de combat, vous l'effectuez avant de résoudre l'attaque ennemie. C'est-à-dire que potentiellement, pendant la phase des ennemis, vous pouvez tuer l'ennemi avant qu'il vous blesse. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je sais pas moi, soit vous entrez dans quand vous allez au contact de l'ennemi, ou mettons peut-être si vous avez plusieurs ennemis, vous pouvez vous dire, cet ennemi je l'achève pas, c'est pas gênant, il lui reste qu'1 ou 2 points de vie, pendant la phase des ennemis il va m'attaquer, avant de subir ses dégâts, je contre-attaque, je pense que c'est un terme approprié, je contre-attaque au couteau de survie, si je réussis mon attaque, je lui inflige de dégâts, ça l'achève et je ne subis pas ces dégâts. Donc c'est vraiment un gros gain, le fait de ne pas subir de dégâts, à condition bien sûr de réussir l'attaque.
Alors je pense que ça peut se combiner avec provocation, donc un événement qui pour un rapide que vous jouez pendant votre tour vous fait engager n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. Donc vous jouez ça, vous engagez tous les ennemis de votre lieu, ça permet aux autres investigateurs de vaquer à leurs occupations, d'aller là où ils sont nécessaires, et même si vous n'arrivez pas à achever tous vos ennemis, vous savez que un des ennemis à qui il ne reste que 2 points de vie ou moins, vous l'achèverez pendant la phase ennemie avant qu'il vous blesse. Et bon, bien évidemment, provocation, moi je pense tout de suite à Zoé Samaras, vu qu'elle gagne une ressource après avoir engagé un ennemi, sans limite par tour. Donc voilà, Zoé Samaras avec un couteau de survie de niveau 2. Elle joue provocation pour 1. Moi j'ai la gorge irritée ce soir. Donc pour 1, elle joue provocation, elle engage mettons 2 ennemis ou peut-être 3, elle gagne 3 ressources, elle utilise ses 3 actions pour combattre, alors idéalement avec une autre arme. Alors pas la machette si elle engage avec plusieurs ennemis, mais je sais pas, peut-être le couperet, ou l'âge d'incendie, par exemple, ou un 45 automatique, bon peu importe, et pendant la phase des ennemis, elle achève un ennemi, avant d'être blessée. Et donc même si elle engageait plusieurs ennemis, elle devrait pas subir trop de dégâts. Voilà, William Yorick aussi j'ai noté, William Yorick je l'ai noté parce que il est il est apte pour un rôle de tank avec sa capacité de rejouer les soutiens depuis la défausse, soutiens comme Précieux Souvenir et Manteau de Cuir. Donc voilà, on le joue en tank, on lui fait récupérer les ennemis, et encore une fois, c'est avec le couteau de survie de niveau 2, c'est comme s'il avait une action d'attaque pendant la phase des ennemis. Carte chercheur, la première, de la fiction à la réalité, c'était dans le pack Par-delà limite. Pardon, j'ai mal à la gorge et je m'embrouille ce soir. Dans le pack Par-delà les limites, on a de la fiction à la réalité de niveau 0, un événement qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence. Perspicacité, à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Dans le renouveau, on a la version de niveau 2, qui coûte 1, donc 1 de moins, qui a 3 icônes d'intelligence, c'est assez rare, 3 icônes, donc c'est vraiment appréciable. Perspicacité, toujours, placez 2 secrets répartis parmi les soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu, 3 secrets à la place s'il y a un indice dans votre lieu. Donc, ça coûte une ressource de moins, il y a un icône de plus, c'est déjà ça. Oui, je disais, dans les premiers temps du jeu, il y avait souvent un facteur conversion. Pour 1 d'expérience, on paie une ressource de moins. Là, pour 2 expériences de plus, on paie une ressource de moins, mais il y a un icône de plus, et surtout l'effet. Placer 2 secrets, il n'y a plus le prérequis d'avoir un indice dans le lieu. Or ça peut être pénible, moi je pense surtout c'est la compétence esprit curieux, ça m'arrivait plus d'une fois de l'avoir en main, de me dire je pourrais attribuer 3 icônes libres, mais il n'y avait pas d'indice dans mon lieu, donc je pouvais pas l'utiliser, j'étais un petit peu vert. Donc là, 2 secrets, même s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, et c'est parmi les soutiens contrôlés. La version niveau 0, c'est un soutien que vous contrôlez, la version niveau 2, c'est parmi les soutiens, donc vous pouvez répartir, et c'est contrôlé par des investigateurs dans votre lieu, c'est pas forcément vous. Vous pouvez recharger les soutiens des autres. Et en plus, s'il y a un indice dans votre lieu, c'est pas 2 secrets, c'est 3 secrets. Alors moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les cartes secrets sont souvent attractives, ensuite faut voir comment bien les utiliser. Comme vous le voyez là, on commence à en avoir un bon paquet, essentiellement en chercheur, quelques-unes en mystique. Bon, tout ça, c'est pas concerné. Donc, qu'est-ce qu'il y a parmi les meilleurs? Alors, meilleurs là, en l'occurrence, peut-être pas, mais glyphes archaïques. Pour les traduire, il faut mettre 3 secrets dessus. Pour mettre un secret, il faut utiliser une action, défausser une carte de la main avec au moins un icône d'intelligence, et à ce moment-là, on place un secret. Avec de la fiction à la réalité de niveau 2,
vous payez une ressource, vous mettez 2 secrets. Si dans votre lieu il y a un indice, vous mettez 3 secrets, voilà, ça y est, c'est identifié. Et l'effet forcé, voilà, vous défaussez les glyphes, vous gagnez 5 ressources et vous mettez dans votre carnet de campagne que vous avez traduit les glyphes. Traduire les glyphes, je trouve ça assez rébarbatif parce qu'il faut 3 actions, il faut au total défausser 3 cartes, des cartes qui ont des icônes de compétences intelligence dans un deck chercheur. Si on les joue pas, on veut probablement les attribuer à des tests. Donc c'est pour ça que moi, quand je veux avoir les glyphes archaïques dans un deck, je mets de la fiction à la réalité au moins en un exemplaire. Dans un deck Daisy, l'action, on peut l'utiliser comme action gratuite, mais c'est assez rébarbatif. De la fiction à la réalité de niveau 0, ça mettait les 2/3 de ce qui était requis. La version de niveau 2, ça peut tout mettre d'un coup. Autre carte, bien informée. Un soutien de niveau 1 qui coûte 3, utilisation 3 secrets, action dépenser un secret, enquêter dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Cette carte-là vous permet à 3 reprises d'enquêter dans n'importe quel lieu révélé sans vous déplacer. Donc quand vous jouez, alors pas en solo, si vous pouvez le jouer en solo, mais a priori, moi en solo, quand je laisse un indice derrière moi, c'est pour de bon, j'y reviens plus à cet indice. En duo, pareil, j'ai essayé d'avancer progressivement et de tout nettoyer avant de passer au lieu suivant. Par contre, à 3 investigateurs ou à 4, il y aura probablement 2 fronts voire plus, donc le chercheur, voilà. Le chercheur qui a ça dans son deck, il est possible qu'il soit dans un lieu très facile, alors que un combattant à l'autre bout de la carte, à l'autre bout du plateau, et révéler un lieu avec une valeur occulte élevée, au lieu de déplacer le chercheur, on le fait enquêter à distance. La carte en elle-même vous permet 3 enquêtes à distance, et là, vous mettez 3 secrets de plus, vous avez le droit à 6 enquêtes à distance. Alors je résiste pas à l'envie de parler d'une de mes marottes, voilà, barricade de niveau 3. Le temps que ça charge, voilà, je la fais rapide. Barricade de niveau 3, c'est un événement, c'est un attachement, oui, c'est un événement que vous attachez à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché, ils ne peuvent pas être générés dans le lieu attaché. S'il devrait être généré dans le lieu attaché, on le génère dans un lieu connexe à la place, si on peut. Et dès qu'un investigateur quitte le lieu, on défausse la barricade. Moi j'avais essayé, alors j'ai pas essayé assez longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas essayé avec les cartes récentes, notamment le pendentif de l'arène, faudrait que je réessaye, mais moi j'aime bien l'idée d'un deck barricade, voilà, vous prenez un bon chercheur, avec une intelligence de 4 ou 5, vous le mettez dans un carrefour, un lieu bien approprié, il pose la barricade, il reste dans le lieu et il enquête à distance. Par exemple avec bien informé. Maintenant avec cette nouvelle version de la fiction à la réalité, même si vous avez vidé le lieu dans lequel vous êtes, vous pouvez recharger en secret votre bien informé. Alors si vous avez laissé un indice dans votre lieu, vous le rechargez de 3 secrets d'un coup. Autre carte intéressante, une carte qui je pensais beaucoup jouer ces derniers temps grâce à Mandy Thompson, Monsieur Rook. Voilà, il a 3 secrets, chaque secret lui permet de tutorer une carte parmi 3, 6 ou 9 cartes du dessus du deck, et là vous avez gagné 3 utilisations. 2 ou 3 utilisations pour seulement une ressource. Nourrir l'esprit, une carte que je joue toujours en un exemplaire dans mes decks main pleine, que je testerai dans les decks Harvey Walter. Voilà donc un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a 3 secrets, donc là vous pouvez doubler le nombre d'utilisations. Action, incliner nourrir l'esprit et dépenser un secret, effectuer un test d'intelligence 0, piochez une carte pour chaque point de réussite, ensuite si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. Vous avez une carte qui vous fait des actions de pioche. Tant que vous piochez pas l'échec automatique, vous allez piocher X cartes. Plus vous boostez le test, plus vous piochez de cartes. Ça, y a un risque de contre-feu, d'effet secondaire, mais vous pouvez en une action piocher énormément de cartes.
notamment dans les decks Minty-Fan, voilà, si vous voulez avoir en permanence dans votre main toutes les compétences qui peuvent être utiles à vos copains investigateurs, et ben voilà, cette carte est très bien pour seulement 3 XP. Et là, pour 2 XP et une ressource, vous avez la possibilité de la recharger pour doubler son efficacité. Le parchemin des secrets, alors je l'ai quasiment jamais utilisé, mais j'aime bien le principe. Donc un soutien de niveau 3 qui occupe un emplacement de main, 3 secrets, donc là vous pourriez doubler l'utilisation encore une fois. Action, incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez les 3 quarts du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes, vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Donc c'est... Alors, c'est pas directement du tutorat, mais voilà, vous regardez sous un deck, vous regardez. Si vous voyez une faiblesse, vous la mettez dans la défausse. Si vous voyez une bonne carte, vous la faites piocher à l'investigateur. Et s'il y a des cartes inintéressantes, vous les laissez dessous. S'il y a des cartes intéressantes, mais moins, vous les mettez sur le dessus du deck. Vous pouvez faire ça avec le deck de rencontre pour vous débarrasser des cartes les plus gênantes. Si vous jouez la campagne, le cercle brisé, comme il y a des traîtrises qui jouent sur le nombre d'exemplaires en jeu ou dans la défausse, si c'est sur le nombre d'exemplaires en jeu, c'est bien de les défausser. Si c'est sur le nombre d'exemplaires en jeu, savoir qu'il y en a une sous le deck, ça peut être intéressant. Donc c'est une carte qui m'intéressait sur le papier, mais elle semblait toujours un peu limitée. Seulement 3 utilisations. Ouais, seulement 3 utilisations, c'était limite. Maintenant, ça sera reconsidéré. Alors dans le pack Harvey Walters, je vais pas entrer dans les détails vu que j'aurai l'occasion d'en parler très prochainement. Le Necronomicon, un soutien livre de niveau 5, qui a 5 icônes d'intelligence, qui a 6 secrets, et qui a 4 capacités très puissantes. Voilà, si vous mettez 2 secrets dessus, ça vous permet par exemple de piocher 2 cartes. Le vieux grimoire de niveau 3, il a que 2 secrets, vous remettez 3 secrets dessus au max, sachant que chaque utilisation d'un secret, ça peut permettre de jouer, sans dépenser d'action, une carte en réduisant le coût de 2. Donc dans une situation idéale, avec de la réalité à la fiction de niveau 2, pour une ressource, vous allez à 3 reprises économiser une action et 2 ressources. Voilà, donc dans un deck Mandy Thompson, qui en plus peut doubler l'effet de, rajouter une cible, et à chaque utilisation d'un secret, vous pouvez dire, je cherche 2 cartes parmi 3, et ensuite... j'ai un petit doute, je sais pas si dépenser un secret... Ouais, dépenser un secret, ça fait une réduction sur les 2 a priori. Vu que c'est la cible. Bon. Enfin voilà... Ah si, en mystique, vu que maintenant vous n'êtes pas obligé de jouer sur un unique de vos soutiens, mais sur n'importe quel nombre de soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu, si vous jouez un chercheur en duo, ou même en trio, enfin peu importe, avec un mystique, vous pouvez recharger Diana Espérance. Voilà, Diana Espérance, chaque secret lui permet de jouer un événement sort non faiblesse. Il faut payer son coût quand même. Je vérifie, comme s'il était dans la main, oui, donc on paie le coût. On le défausse pas, et on dépense un secret. Diana, pour 4 ressources et 3 expériences, elle permet de jouer cet événement à 3 reprises. Si mettons vous jouez Mandy Thompson pour avoir une bonne rotation de deck, chaque fois que vous faites une rotation de votre deck, vous jouez de la réalité à la fiction niveau 2 et hop, vous rajoutez 3 utilisations à Diana Espérance, qui va par exemple à chaque fois utiliser nier l'existence, voilà. Donc le mystique devrait subir de la part d'une carte rencontre ou d'une attaque ennemie
dégâts, horreur, défausse de carte, ou je sais plus quel autre effet, et ben non, c'est annulé. Et si c'est la version niveau 5, c'est même annulé puis gain de ce qui aurait dû être perdu. Donc ça me semble extrêmement puissant. Voilà, je crois. Ah non, il y en a encore. Je vais raccourcir pour les suivantes parce qu'il y a tellement, selon moi, il y a tellement de cartes puissantes avec des secrets. Un autre cas, si vous êtes en binôme, là a priori plutôt avec Patrice. Dans la tisseuse du cosmos, il y a la carte. Alors j'ai pas le nom en français en tête. Bon, Mind's Eye, c'est un soutien niveau 2 qui coûte 3, qui occupe 2 emplacements d'arcane. Donc c'est pour ça que le deck où c'est le plus approprié c'est Patrice plutôt qu'un deck de mystique. Myriade, utilisation 3 secrets, réaction, quand vous devriez tester votre intelligence, votre force ou votre agilité, dépensez un secret, faites un test sur votre volonté à la place. Action rapide, défaussez une copie de Mind's Eye, je crois que c'est l'œil de l'esprit le nom. Enfin bref, depuis votre main, placez 2 secrets sur cette copie. Donc vous avez une myriade, chaque fois que vous défaussez un exemplaire, vous rechargez l'exemplaire que vous avez en jeu, mais avec de la fiction à la réalité, vous pouvez également lui rajouter 2 voire 3 utilisations. Et du coup, déjà 3 utilisations, ça fait 3 tests faits à la volonté. Si vous rajoutez 3 secrets, vous doublez. Si vous avez, mettons que c'est Patrice, elle va cycler très rapidement son deck, donc elle a une copie en jeu. Dès qu'elle a une copie en main, elle la défausse pour ajouter 2 secrets. Donc dans un cycle de deck, elle va avoir 7 secrets pour 7 utilisations, et le chercheur dans un cycle de deck, il peut rajouter 6 utilisations. Alors, si vous jouez, encore une fois, Mandy Thompson, ou peut-être plutôt Minty Fan avec un gros moteur de pioche, il est possible, c'est à tester, ça peut être dans la catégorie combo pas forcément efficace mais fun, vous pouvez essayer de faire un deck Patrice Hathaway qui ne teste absolument que sa volonté. Voilà. Alors, les différentes versions de la pierre ancienne, j'en parlerai plus tard, mais en tout cas, voilà, il y a des secrets. Et que je dise pas de bêtises, oui, voilà, on va dire que c'est ma transition. Ça sera ma transition. Donc, tout ça pour dire de la fiction à la réalité, que je retrouve la carte. De la fiction à la réalité de niveau 0, moi j'aimais bien. Dès que j'ai 1 ou 2 soutiens qui utilisent des secrets, j'en mets au moins une copie. La version de niveau 2, c'est 2 XP de plus, mais je trouve qu'il y a quand même un gros boost. Moins de ressources, si vraiment vous avez besoin de l'attribuer un test, vous y gagnez un icône d'intelligence. L'efficacité est améliorée, vous rajoutez plus 50% d'efficacité dans les situations idéales, et vous rechargez plusieurs choses à la fois. C'est surtout en duo ou en multi que ça gagne en efficacité. C'est-à-dire qu'avant, c'était une carte que je considérais en regardant mes soutiens. Maintenant, c'est une carte que je considérais en regardant les soutiens de tout le groupe. Et même dans un deck n'utilisant aucun secret, encore une fois, si votre binôme ou je sais pas si ça se dit trinôme, enfin bref, un autre investigateur à la table a un soutien efficace qui utilise des secrets, cette carte-là est tout à fait justifiée, c'est 2 XP qui valent le coup, parce que vous apportez un gros boost d'efficacité à votre collègue. Notamment si joue Diana Espérance. Si dans votre groupe vous avez, comment elle s'appelle déjà, Diana Stanley, qui fait un deck spécialisé en annulation, qui a 2 copies de Diana Espérance, qui a 2 copies de Nier l'existence de niveau 5, vous jouez un deck qui peut inclure de la fiction à la réalité de niveau 2, vous en mettez 2 copies. Ça vaut largement l'investissement. Et j'ai l'impression, comme ça, à première vue, que les 2 soutiens sur lesquels j'ai le plus envie d'utiliser cette carte, c'est dans un deck Mandy, ça sera Vieux Grimoire, enfin, ça pourrait être... Ouais, non. Allez, non, enfin, prenons l'exemple des soutiens autres, des soutiens contrôlés par l'autre joueur.
En premier, Diana Espérance, et puis, encore une fois, si je joue en binôme avec un deck Patrice, ça sera l'œil de l'esprit, un nom comme ça. Voilà. Allez, assez blablaté, carte suivante que je retrouve. Voilà. Dans la civilisation oubliée, on avait la pierre ancienne de niveau 1, non identifiée, soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, action enquêter, votre lieu gagne plus 3 de valeur occulte pour cette enquête, en cas de réussite découvre un indice supplémentaire dans votre lieu, défaussez la pierre ancienne et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Entre parenthèses, précisez la difficulté de ce test de compétence. Première version identifiée, de niveau 4, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main et qui a 2 icônes d'intelligence. Alors le blabla habituel sur l'identification. Utilisation X secret, X est le nombre entre parenthèses à côté de vous avez identifié la pierre. Donc si vous avez identifié la pierre dans un lieu de valeur occulte 1, il y a 4 secrets, dans un lieu de valeur occulte 2, il y a 5 secrets, etc., etc. Et bien évidemment, vous pouvez, au moment de l'identification, essayer d'augmenter ou de baisser la valeur occulte. Enfin, augmenter en général, ça va plutôt être augmenté par le deck de rencontre avec des cartes du style brouillard couvrant, et diminuer, ça peut être avec, par exemple, vision ésotérique. Enfin voilà, réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Donc des dégâts directs, sans test, quand vous piochez des cartes. Alors, bien évidemment, si vous utilisez une action pour piocher des cartes et qu'il y a un ennemi engagé avec vous, vous prenez une attaque d'opportunité. Du coup, soit il faut piocher des cartes sans être engagé avec l'ennemi, soit il faut piocher des cartes sans utiliser d'action. Par exemple, Monsieur Rook, c'est une action rapide. Vous allez chercher une carte, ou 2 cartes si vous êtes Mandy, vous les piochez, et voilà, vous dépensez 1 ou 2 secrets, vous pouvez infliger 1 ou 2 dégâts à un ennemi engagé avec vous, sans attaque d'opportunité. Cette version-là, je ne l'ai jamais jouée. Mais je me rends compte qu'en solo, ça pourrait être à considérer. Deuxième version, là c'est réaction quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, oui. Dépensez un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Donc du soin d'horreur. Bien évidemment, soin d'horreur, moi je l'ai mis dans tous mes decks Caroline Fern. Elle y a accès, passer une carte de soin d'horreur. Alors au passage, quand on utilise Arkham DB et qu'on voit qu'on fait le deck début de campagne, le deck fin de campagne, il faut quand même faire attention à un truc. Ou même quand on construit un deck, il y a quelque chose à considérer. La construction de deck de Caroline Fern, elle a le droit à n'importe quel nombre de cartes qui soignent de l'horreur de niveau 0 à 5 et jusqu'à 15 autres cartes chercheurs et ou mystiques de niveau 0 à 1. La pierre ancienne de niveau 1, elle entre dans le cadre 15 autres cartes. Par contre, cette version de la pierre ancienne, Esprit en harmonie, elle entre dans le cadre des cartes qui soignent de l'horreur. Mais si vous faites un deck 0 XP avec 15 cartes chercheurs et ou mystiques donc de niveau 0, pour entrer la pierre ancienne de niveau 1, il faudra retirer ces cartes-là. Et quand vous remplacerez la pierre ancienne de niveau 1 par une pierre ancienne de niveau 4, vous relibérez un emplacement pour une carte chercheur ou mystique de niveau 0 ou 1. Voilà. Bizarrerie de la construction de Caroline Fern. Truc à considérer. Quand je veux intégrer cette carte-là dans un deck Caroline Fern, j'utilise Analyse astucieuse. C'est un permanent, limite une copie par deck. Chaque fois que vous améliorez une carte avec le sous-titre non identifié ou non traduit, vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. En ce cas, les 2 exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Le truc, c'est que Caroline Fern, quand elle améliore la pierre ancienne, elle a qu'une seule option. Donc, vous choisissez d'améliorer vers le niveau
4 qui soignent, et ensuite vous en prenez une au hasard parmi un pool d'une carte. Donc vous avez ce que vous voulez, mais pour 3 XP de moins. Vous payez 2 XP pour entrer les deux pierres anciennes de niveau 1, puis pour 3 XP, vous améliorez les deux au niveau 4. Voilà, là la version qu'on a, c'est réaction. Quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, déplacez-vous ce même nombre de fois. Donc c'est du déplacement sans faire d'action, donc pas d'attaque d'opportunité. Pas d'action, pas d'attaque d'opportunité. Intéressant. Comme déplacement, les chercheurs ils ont éclaireur. Action rapide, si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi, déplacez-vous vers un lieu connexe. Ils ont le pendentif de l'arène qui permet, en dépensant une charge, de se téléporter vers un lieu révélé. L'atlas ésotérique, alors là c'est le niveau 1, mais en gros, en dépensant un secret, on choisit un lieu révélé et on se déplace vers ce lieu. Et voilà, c'est tout. Donc c'est une carte qui peut être intéressante pour le gain d'action. Et à noter, je crois que j'ai vu ça dans les commentaires, je sais plus de quelle carte, on peut combiner 2 réactions. C'est-à-dire qu'avec avec la pierre ancienne Pensée Vagabonde et la pierre ancienne Connaissance des Anciens, vous pouvez par exemple pendant la phase d'entretien dire j'ai pioché une carte, donc dans un premier temps je me déplace d'un lieu, j'arrive dans un lieu avec un ennemi, avec la deuxième pierre, vu que j'ai pioché une carte, je dépense un secret, j'inflige un dégât. Si vous avez un deck chercheur qui pioche beaucoup, et si vous avez une solution de recharge en secret, ça peut donner des effets assez amusants. Je sais pas moi, vous mettez en jeu l'assistante de laboratoire, ça vous fait piocher 2 cartes, est-ce qu'il faut l'incliner? Non, même pas. Vous utilisez la pierre ancienne qui s'appelle Pensée Vagabonde, vous vous déplacez de 2 lieux, puis ensuite, comme vous êtes dans un lieu avec un ennemi, vous utilisez Connaissance des Anciens, vous infligez 2 dégâts à cet ennemi. Voilà. Donc ça peut être amusant à utiliser, je sais pas trop dans quel cadre je le jouerai, je réfléchis rapidement. Peut-être dans un deck Joe Diamond en trio. Moi je l'ai dit plusieurs fois je pense, Joe Diamond je le vois plus comme 3e investigateur polyvalent que comme joueur solo. Et je le vois plutôt comme polyvalent parce que ces cartes ces cartes perspicacité notamment de son deck, font qu'on va éventuellement vouloir le conduire. Je reprends. En trio, quand il révèle sa carte perspicacité, il y a plus de chances qu'elle soit utile parce qu'il y aura plusieurs lieux couverts, il pourra demander à des investigateurs de révéler pour lui des lieux, d'engager ou de ne pas engager un ennemi, d'attendre pour combattre ou au contraire de combattre maintenant. Et là avec cette nouvelle pierre ancienne, s'il pioche, alors comment, je sais pas, peut-être avec croquis absurde, ou encore une fois assistante de laboratoire, ou je sais pas, encore une fois peut-être Monsieur Rook, voilà. Il se fait piocher, il dépense un nombre égal de secrets, il se déplace, il arrive dans le lieu où on a besoin de suivre son intuition, ou recherche poussée, ou comment ça s'appelle déjà, tirer des conclusions, non? Quelque chose comme ça? Perspicacité à 4, ou effectuer des rapprochements, je sais plus. Enfin bref, à tester dans un deck Joe Diamond. Alors on passe au truand. Dans la boîte La Civilisation Oubliée, on avait le crâne décoré, un soutien qui coûte 0, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet relique maudit, utilisation 0 charge, réaction après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépenser une charge, piocher une carte et gagner une ressource. Alors c'est une carte qui semblait intéressante dans un deck Léo Anderson. Léo, il a beaucoup d'alliés, il peut être tenté de les sacrifier, notamment s'il fait un test de main saisissante et qu'il devrait se prendre 3 dégâts, il va sacrifier 1 ou 2 alliés,
donc il y a de bonnes chances pour que le crâne se remplisse en charge. Ça pouvait s'envisager aussi dans un deck Akashi, qu'il mettait dans son deck en tant que soutien avec utilisation charge, et elle le faisait entrer en jeu avec une charge. Et donc ce soutien, il vous permettait pour une action, en déposant une charge, de piocher une carte et gagner une ressource. Donc pour une action, vous faites l'équivalent de 2 actions basiques. Si vous le faites une fois sur la partie, ça veut dire qu'au total, vous avez dépensé 2 actions pour piocher une carte et gagner une ressource. Et vous n'avez rien gagné, et en plus, la carte, vous avez pris une place dans votre deck. Par contre, si pendant l'ensemble du scénario, vous avez réussi à mettre, je sais pas, mettons 5 charges dessus, et ben pour 6 actions, vous avez fait l'équivalent de 10 actions basiques. Mais le truc, c'est que si fréquemment vous dites, eh ben voilà, je dépense une action pour une carte et une ressource, c'est qu'il y a un problème dans votre deck. Si vous faites beaucoup d'actions basiques, c'est que votre deck est pas assez efficace. Piocher des cartes, ça veut dire que vous n'avez pas les bonnes cartes. Si vous n'avez pas les bonnes cartes, c'est que vous avez probablement pas assez de redondance dans votre deck. Alors peut-être que vous avez eu la traîtrise, je crois que c'est Amnésie, qui vous a fait défausser toute votre main. Pareil, les ressources, si vous avez besoin régulièrement de piocher vos ressources, c'est que votre deck n'en génère pas assez, ou alors que vous avez pioché la faiblesse paranoïa. Mais la carte est intéressante, mais l'utiliser beaucoup est signe qu'on a un deck peu efficace. Là, on a la version de niveau 3. Alors, on passe... Tiens, j'avais pas remarqué. Ah, c'est amusant. En général, quand une version améliorée a plus d'icônes, on garde les icônes et on en met en plus, me semble-t-il. Là, on passe d'un icône d'agilité à un icône de volonté et un icône de force. Alors, tout est pareil, sauf l'action. Maintenant, c'est dépenser jusqu'à 3 charges, piocher autant de cartes et gagner autant de ressources que de charges dépensées. Donc, le crâne décoré de niveau 0, c'était pour une action, je dépense une charge et je fais l'équivalent de 2 actions basiques. Là, c'est je dépense jusqu'à 3 charges, donc je dépense X cartes, X égale 3 maximum, pour faire 2X actions basiques. Donc, si vous avez 3 charges dessus, vous avez dépensé une action pour mettre le crâne en jeu, vous dépensez une action pour retirer 3 charges, donc au total 2 actions pour effectuer 6 actions basiques. C'est un excellent ratio. Problème de réveil. Donc je disais, si on utilise l'action quand il y a 3 charges, et ben on pioche 3 cartes et on gagne 3 ressources, ce qui revient à jouer une planque, voilà, gagner 3 ressources, et jouer un croquis absurde de niveau 2, qui fait piocher 3 cartes sans avoir à payer de ressources. Mais le croquis absurde, pour le jouer, il faut qu'il y ait un indice dans le lieu. Donc, crâne décoré de niveau 3, c'est une carte excellente. Encore une fois, on améliore énormément le ratio action basique effectuée sur action dépensée. On améliore énormément le rendement. On n'a plus la possibilité de faire cette critique. Si tu utilises plein de charges, c'est que ton deck est mauvais, parce que là, une charge, c'est 3 cartes et 3 ressources, c'est tout à fait légitime de dépenser une carte pour ça. Une action pour ça. Et le problème, par contre, le frein, c'est que les truands ont un certain nombre d'accessoires. Voilà, la corde à piano, crâne décoré dont je parlais, le cristallisoire de rêve, les dés porte-bonheur, l'étui à cigarette porte-bonheur, en version 0 ou 3 XP, et la montre à gousset en or. Alors moi, dans la liste, j'utilise généralement l'étui à cigarette porte-bonheur dans mes decks méga test, ou éventuellement friqués. Et maintenant, alors comme la carte est relativement récente, donc voilà, l'étui à cigarette porte-bonheur niveau 0, coûte 2, réaction après que vous avez réussi un test de compétence avec une difficulté de 2 ou plus. Réaction après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, piochez une carte. Donc de la pioche, en réaction.
Et une carte plus récente qui est sortie dans la demeure des dieux, la corda piano, un soutien qui coûte 2, qui est de niveau 2. Action rapide, lors de votre tour, inclinez la corde à piano, combattre. Vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque, à utiliser uniquement sur un ennemi ayant exactement un point de vie restant. Si vous jouez un truand combattant, voilà, cette carte-là pour achever les ennemis, cette carte-là est géniale pour achever les ennemis, voilà, mettons un ennemi qui a 3 points de vie, vous utilisez un tir de pistolet pour infliger 2 dégâts, et plutôt que gaspiller une munition, un test à force plus 2. Donc il va y avoir de la concurrence, mais rappel, alors c'est peut-être pas une carte, moi-même c'est une carte que j'utilise très peu, j'utilise beaucoup charisme, mais chasseur de reliques j'utilise peu, pourtant permanent, voilà 3 XP, vous avez un emplacement d'accessoires supplémentaires. Donc si vous jouez un truand de combat, par exemple Tony Morgan, vous pouvez envisager de mettre la corde à piano, chasseur de reliques et crâne décoré, je le retrouve plus. Bon, mon ordi qui donne des signes de faiblesse, voilà, crâne décoré de niveau 3. Alors bien évidemment, cette carte-là, comme la version de niveau 0, plus il y a d'investigateurs, vous souhaitez pas qu'un investigateur soit vaincu, mais plus il y a d'investigateurs, plus il y a d'alliés en jeu, plus vous allez piocher d'ennemis, donc plus vous allez le charger en charge. Bon, j'ai eu un petit problème de plantage d'enregistrement, j'espère qu'il n'y aura pas trop de discontinuité, et j'espère qu'il n'y aura pas trop non plus de différence sonore entre la première et la deuxième partie. Alors, la deuxième carte, truand. Dans le pack Les Profondeurs de Yos, on avait le Colt de poche de niveau 0, un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet, arme à feu illicite, utilisation 5 munitions, dépense une munition, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque inflige plus 1 dégât. Forcez à la fin du round, défausser le Colt de poche. Donc, une arme pas chère, 5 munitions, combat plus 1 en force et plus 1 en dégâts, c'est ce qu'on attend. Par contre, à la fin du round, on le défausse. Donc, il faut qu'on fasse tous ces tirs dans le round. Le problème de cette carte-là, en l'état, c'est que vous allez dépenser une action pour le jouer, et vous allez jamais... il vous faut une action pour le jouer, du coup il vous reste plus que 2 actions, vous effectuez 2 tirs, vous le défaussez, c'est quasi impossible d'utiliser à fond cette arme. Alors, bien évidemment, il y a Léo De Luca qui vous donne une action supplémentaire pendant votre tour pour faire un tir de plus, mais il y a toujours le problème de l'action pour le jouer. Et vous avez aussi Receleur, un soutien de niveau 1 qui coûte 3, relation illicite, réaction. Quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le Receleur, la carte illicite gagne rapide, si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Donc là, votre Colt, il vous coûte pas d'action à le jouer, donc vous avez un tir de plus. Si vous avez 3 actions, vous pouvez faire 3 tirs. Si vous avez Léo De Luca, vous pouvez faire carrément 4 tirs, et là vous approchez de l'utilisation maximale. Autre avantage, en temps normal, le Colt de poche, ça vous coûte une action de le jouer. Si vous le jouez parce que vous êtes devenu engagé avec un ennemi, vous prenez une attaque d'opportunité. Avec Receleur, la carte est rapide, du coup, ce problème-là disparaît. Maintenant, dans le renouveau, on a la version de niveau 2. Quelle est la différence ? Que je vérifie. Alors déjà, je crois qu'il y a un icône de plus. Voilà, il y a un icône de force en plus, mais surtout, la caractéristique forcée maintenant dit à la fin du round, si vous avez déclenché la capacité action du Colt de poche, défaussez-le. Dès que vous commencez à tirer avec le Colt, vous le défaussez à la fin du round, mais pas à la fin du round pendant lequel vous l'avez posé. C'est-à-dire que dès que vous l'avez en main, vous le posez en prévision du moment où vous aurez besoin de l'utiliser, et quand vous avez besoin de l'utiliser, vous tirez, vous savez qu'il est défaussé à la fin du tour. Le fait de l'avoir posé en avance fait qu'on s'économise
une action lors du tour pendant lequel on veut tirer. On n'a plus besoin de receleur. Pareil, on n'a pas d'attaque d'opportunité le tour où on l'utilise vu qu'on n'a pas besoin de le poser. Voilà, et petite remarque, bon ça c'est vraiment pour, pour couper les cheveux en quatre, mais il n'y a pas à se dire si je pioche amnésie et que je garde mon colt de poche dans la main le plus longtemps possible, j'aurai à le défausser. Là vous avez votre colt de niveau 2 en main, vous le jouez immédiatement, et comme ça c'est fait. Voilà, sinon pas grand chose de plus à dire. Moi je l'ai jamais joué parce que quand je joue un truand pour enquêter, je lui mets pas ce genre d'arme. Par exemple, si je joue Finn comme enquêteur, je vais lui donner une copie de J'ai un plan. Et si je joue un truand de combat, par exemple Tony Morgan, je lui donne des armes qui ont un effet un peu plus fiable, pas qui ne sont utilisables que pendant un round. Alors, première carte mystique. Brume de Relier. Dans la civilisation oubliée, on a la version de niveau 0. Soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane. Utilisation 4 charges. Action dépenser une charge, échapper A. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez défausser une carte de votre main. Là, on a la version de niveau 2. Vous gagnez une charge, que je dise pas de bêtises. Ouais, vous gagnez une charge. Vous gagnez plus 1 en volonté. Et c'est tout. La version de niveau 4 qui était dans les profondeurs de Yos. Vous gagnez 2 volontés supplémentaires. Et voilà. Alors la carte est très bien. La carte de niveau 0 est très bien. Là pour 2 XP, un bonus d'un volonté, une charge en plus, c'est intéressant. Et la carte de niveau 4, je trouve que c'est vraiment exagéré. Plus 3 en volonté, surtout si vous mettez ça dans un deck de mystique, vous avez déjà 5 ou 6 de volonté, voire 7. Alors passer à 8, 9, voire 10, bof. J'aurais préféré que ça soit la possibilité de se déplacer de 2 lieux au lieu d'un seul. Par contre, si la brume de niveau 4 vous intéresse, avoir un palier d'amélioration de plus, c'est intéressant pour recherche ésotérique. Pour rappel, recherche ésotérique, alors moi je mets toujours par paire, mais une copie, ça vous dit, après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Imaginons que vous en mettez une paire. Dans votre deck de départ, vous avez 2 brumes de relier de niveau 0. Fin du premier scénario, vous améliorez une copie au niveau 2. Fin du deuxième scénario, vous améliorez l'autre copie au niveau 2. Fin du scénario 3, vous améliorez une première copie au niveau 4. Fin du scénario 4, vous améliorez la deuxième copie au niveau 4. Vous êtes au milieu de la campagne, et vous avez vos 2 copies de brume de relier de niveau 4. Et au lieu d'avoir dépensé 8 points d'expérience, vous en avez dépensé 0. Donc vous avez pu utiliser vos 8 points d'expérience pour autre chose, par exemple pour, comment elle s'appelle déjà ? Diana Espérance, qui doit coûter 4 expériences, ouais. Et nier l'existence de niveau 5, qui donc bien évidemment coûte 5 points d'expérience. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. En solo, dans les decks mystiques, je mets toujours au moins une copie de brume de relier, parce que je me dis, je vais pas combattre tous les ennemis. Ça, c'est une carte intéressante pour échapper, éventuellement me déplacer dans la foulée. Dans le pack, la civilisation oubliée, on avait la pierre ctonienne de niveau 0, un soutien qui coûte 3, trait, objet, relique, maudit, qui occupe un emplacement de main, scellé, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne, forcé, après que vous avez révélé un symbole tentacule lors d'un test de compétence, renvoyez la pierre ctonienne dans votre main. Là, on a la version de niveau 3, elle coûte une ressource de moins, elle a un icône de volonté en plus,
La différence, c'est qu'elle a utilisation 3 charges. Si la pierre ctonienne n'a pas de charge, renvoyez-la dans votre main. Forcez, après que vous avez révélé un symbole tentacule lors d'un test de compétence, retirez une charge de la pierre ctonienne. Autrement dit, la pierre ctonienne, elle scelle ce jeton jusqu'à la 3e révélation d'un symbole tentacule. Ce qui fait quand même pas mal de temps. Le tentacule, c'est, on va dire, un jeton sur 15 ou 16. Si vous scellez un jeton, ça fait plus 15 sur 14 ou 15. Et 3 utilisations, ça veut dire que, alors, si on fait des statistiques assez à la louche, ça veut dire que la carte va rester en jeu pendant 45 tests. Ça commence à faire beaucoup, surtout en solo. Le coût est diminué de 1, donc en plus quand vous avez à la reposer depuis votre main, ça vous coûte moins cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire ? Akashi, elle mettra une 4e charge, donc là on passe sur une carte qui vous revient en main au bout de 60 tirages de jetons. Alors honnêtement, la pierre ctonienne, je l'ai jamais jouée. Je sais pas, même je n'ai jamais joué de deck fait pour sceller des jetons. Je sais pas, c'est pas un truc qui m'emballe. Mais autant niveau 0, voilà, ça semble contraignant. Un coup de pas de chance, on tire le mauvais jeton, on ramène la carte dans sa main, il faut une action et 3 ressources pour la jouer. Là, il faut 3 coups de pas de chance pour la ramener dans la main. Et quand on la rejoue, ça coûte une ressource de moins. Si on joue Akashi, alors ça occupe un soutien de main. Le truc, c'est que moi, quand je joue Akashi, en général, je lui donne un symbole magique pour pouvoir utiliser 3 emplacements d'arcane. Je sais pas si j'aurais envie de sacrifier autant d'emplacements de main. Mais quand même, la possibilité de sceller la tablette ou chose ancienne, ça peut être des jetons très contraignants. Donc à voir. J'ai en tout cas l'impression que l'efficacité de la carte a été grandement améliorée. Et pour rappel, chez les mystiques, il y a la compétence extatique, qui a un icône d'intelligence et qui dit « Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. » Donc si votre chercheur est bon en enquête, eh bien, vous pouvez recharger la pierre ctonienne. Et bon, voilà, à partir de 4 charges, je pense que quand même vous faites plus trop de soucis sur le fait d'avoir à la rejouer. Alors les investigateurs qui en tirent un bon avantage, Père Mathéo, il commence avec 5 points d'expérience. Donc il pourrait, c'est combien j'ai dit, niveau 3 ? Voilà, il peut en entrer une dans son deck, et après son premier point d'expérience, il peut en entrer une 2e copie. Ok. Bon, par contre, Père Mathéo, il a une capacité, après qu'un investigateur a révélé un pion tentacule, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Là, quoique je dis peut-être des bêtises. Ouais, non, en fait, Père Mathéo, non, ça va pas trop le gêner, en fait, parce que justement, si vous révélez un pion tentacule, vous l'annulez et du coup vous retirez pas de charge. Mais Père Mathéo, je pense pas que vous lui mettez... Je suis en train de réfléchir, je l'ai assez peu joué. Il a une bonne volonté, il a une bonne intelligence, voilà, extatique, il peut s'en servir pour recharger. Avec 2 de force, je pense pas qu'il utilise beaucoup d'armes. Bon, c'est une possibilité. Marie Lambeau, 4 de volonté, 4 d'intelligence. Alors, il y a des gens qui, visiblement, mettent 2 copies de Loop dans tous les decks dans lesquels ils peuvent mettre. Moi, j'utilise moins Loop, j'utilise beaucoup moins souvent que les autres, apparemment. Donc dans un deck Marie Lambeau, oui, c'est envisageable. Avec une force de 1, elle prendra pas d'armes. Avec une volonté de 4, une intelligence de 4, ça donne envie de lui mettre la clé de Saint-Hubert. Elle a une volonté de 5. Vu sa capacité, elle va vouloir jouer David Renfield. Donc elle pourra utiliser des sorts pour l'enquête, pour le combat, pour l'évasion éventuellement. Avec 5 d'intelligence, encore une fois, moi je lui mettrai probablement pas de loupe. Donc elle a certainement une main disponible pour la pierre ctonienne. Alors, les cartes survivants. La première, c'est modifier la destinée qui était sortie dans Paradoxe temporel.
un événement de niveau 3 qui coûte 1, trait, sort et béni, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur action rapide. Choisissez et défaussez du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à une carte élite. Là, ça coûte 3, c'est de niveau 1, et ça dit choisissez et défaussez du jeu une carte traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Donc l'effet globalement est le même, ça coûte 2 ressources de plus, ce n'est pas rapide, et on ne peut pas le jouer pendant n'importe quelle phase d'investigateur, enfin pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide investigateur, vous le jouez pendant votre tour. Donc pour 2 XP, vous gagnez en polyvalence. Avec la version de niveau 1, vous pouvez pas par exemple dire je joue cette carte-là au début du tour d'un autre investigateur pour défausser, paralysé par la peur. Non, c'est vous attendez votre tour pour éventuellement défausser paralysé par la peur. Alors, vous pouvez jouer d'abord pour lui défausser la carte avant qu'il joue, mais il est possible que vous ayez besoin que cet autre joueur combatte un ennemi, fasse 2 ou 3 attaques contre lui, pour qu'ensuite vous puissiez, entrer dans le lieu sans risque, ou alors qu'il entre dans un lieu pour engager l'ennemi, pour que vous puissiez par la suite rentrer dans le lieu et ne pas être engagé. Voilà. Alors encore une fois, comme l'effet de la carte est bien, si vous appréciez l'effet du niveau 3, dès que vous pouvez vous entrez la carte de niveau 1, vous pourrez pas la jouer n'importe quand, mais vous aurez toujours l'effet intéressant. Et dès que vous pouvez, vous passez du niveau 1 au niveau 3. Alors béni, jouable par Père Mathéo. Voilà, rien de plus à dire. La deuxième carte, dans la Cité des Archives, on avait Livre à vous-même, soutien qui coûte 2, talent, limite de 1 par investigateur, défaussez Livre à vous-même si vous contrôlez un soutien qui occupe un emplacement d'allié, réaction, quand vous jouez un événement survivant, inclinez Livre à vous-même, réduisez de 2 le coût de cet événement. Alors les alliés, chez les survivants on en a pas mal et on en a certains qui sont très bons. Le classique Peter Sylvestre, voilà, qui permet d'encaisser les horreurs. Yaotel, très utile dans les decks Ashcan Pit pour tirer une deuxième utilisation, plusieurs utilisations des compétences désespérées. Madame Labranche pour les decks cachés son jeu. Alors les événements survivants, on en a une sacrée quantité, qui coûtent 0, 1 pour beaucoup, 2 pour beaucoup, et ceux qui coûtent plus de 2 sont assez limités. J'étais distrait. Donc en fait, vous allez avoir quasiment tous les événements de votre deck gratuits, un seul par tour. Ceux qui coûtent plus, il y a l'épreuve du feu pour passer une compétence à 5 jusqu'à la fin du tour, véritable survivant pour envoyer 3 cartes compétences innées de la défausse vers la main, et ce qui permet de cycler des cartes main défausse. Voilà, les compétences innées, il y en a quand même un paquet en survivant. Voilà, passe sans combattre, coup de chance, force brute, regard acéré et repli précipité. On a notamment dégourdi qui permet, si le test est réussi, on choisit dans la pile de la défausse une carte survivant autre que dégourdi, on la met en main. Donc avec livré à vous-même, véritable survivant permet pour 1 de remonter 3 compétences innées. Parmi les 3, il y a 1 dégourdi. Ensuite on fait un test avec dégourdi, si ça a réussi, on récupère en main véritable survivant. Et on s'assure d'avoir en main beaucoup de compétences innées pour ces tests. Voilà, haute compétence innée, se montre à la hauteur. Si vous êtes à 2 en dessous de la difficulté du test ou encore plus bas, vous avez 3 icônes libres. Coup de chance, vous l'attribuez un test. Après avoir révélé le pion KO, on peut bannir coup de chance. Dans ce cas-là, on réussit automatiquement le test, sauf si on a pioché un échec automatique. Donc vous ramenez dans votre main cette carte qui vous permet de dire non, je n'ai pas raté le test, j'ai réussi. Donc événement qui coûte cher, il y a aussi volonté de survivre. Normalement ça coûte 4, là ça peut coûter plus que 2. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin de votre tour, ne révélez pas de pion KO lors des tests de compétences que vous effectuez.
pour peu que vous ayez de quoi vous booster un petit peu, eh bien, voilà, vous réussissez les tests de votre tour. Habile diversion, normalement ça coûte 5. Échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu si vous êtes submergé. Et dans le renouveau, on a livre à vous-même, également de niveau 3, sauf que maintenant c'est permanent. Et c'est aussi exceptionnel, donc ça vaut 6 XP. Votre investigateur gagne restriction du deck, pas de soutien qui occupe un emplacement d'allié. La réaction est la même. Le problème avec livre à vous-même, la première version, c'est que ça sculpte pas mal la logique du deck. Quand on joue cette carte-là, on se prépare à l'idée de jouer sans allié. Mais on a le droit d'en avoir qu'une copie dans son deck, c'est-à-dire qu'il va falloir de la chance pour la piocher. Et ben là, vous dépensez le double d'expérience, mais au moins la carte elle est permanente. Vous l'avez pendant toute la partie, dès le premier tour. Et maintenant, au lieu d'avoir à défausser la carte si vous mettez en jeu un allié, vous ne pouvez plus intégrer d'alliés dans votre deck. Et je trouve que thématiquement c'est aussi assez intéressant. On fait un deck livré à soi-même, on ne peut pas mettre d'alliés dedans. Il n'y a pas de triche entre guillemets. Pas de je suis livré à moi-même jusqu'à ce que je pioche un allié intéressant. Alors évidemment, c'est assez radical. Hein. Vous faites un deck sans alliés. Il va falloir bien penser à ce qu'on fait, notamment le fait que les alliés, en plus de leur capacité, ils servent à se prendre quelques dégâts et quelques horreurs à la place de l'investigateur. Donc peut-être qu'il faudra envisager des cartes autres pour soit encaisser, soit annuler, soit soigner. Alors j'ai fait quelques listes de decks. Celui-là je l'ai pas encore joué. Voilà, Wendy Adams. Là j'y suis allé franco. Seulement 3 soutiens, plus un permanent. L'amulette de Wendy, on n'a pas le choix. Vol à tir pour piocher des cartes en échappant des ennemis et 19 événements. Donc dans ce deck, si on regarde, regardez ce que j'ai trouvé. Ah oui, ça marche. Regardez ce que j'ai trouvé, ça coûte pas 2, ça coûte 0. Je fais une enquête, si je me rate, j'incline livre à vous-même, je paie 0, faut bien incliner. Oui. Voilà, donc je me rate, je joue, regardez ce que j'ai trouvé, j'incline livre à vous-même et je dis ça coûte 0. Pour 0, je transforme mon enquête ratée en gain de 2 indices. Apprendre de ses erreurs, ça coûte déjà 0. Catastrophe, je pioche un jeton, ça me ramène à 0 de compétence. Je ne paie rien, j'incline livre à vous-même. Et voilà, je transforme mon pion du chaos en signe des anciens. Et si j'ai l'amulette de Wendy en jeu, signe des anciens, ça veut dire réussite automatique. Le ventre de la bête, je viens d'échapper à un ennemi avec une différence de 2 ou plus, je ne paie pas, je prends un indice. Persévérance, je viens de me prendre des dégâts, je ne paie rien, j'annule jusqu'à 4 dégâts et ou horreur. Et ça par exemple c'est une carte qui va compenser le fait que je n'ai pas d'allié. Plus rien à perdre, ça coûte déjà 0. Et voilà. Dans ce deck là, c'est pas poussé à l'extrême parce qu'il y a beaucoup de cartes truands, et il y a quelques cartes survivants qui coûtent 0. Mais voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 événements qui vont me coûter 0. Il faudra bien évidemment que j'en joue maximum 1 par round. Donc là, encore une fois, vu qu'une partie... alors, dans une vidéo récente, je disais qu'il me semblait avoir entendu dire par un autre vidéaste qu'une partie c'est typiquement 10-12 rounds. J'ai joué cette semaine le premier scénario du renouveau de la nuit de la zélatrice. Je dirais de tête qu'il a duré, 12 ou 14 rounds, j'ai plus le chiffre en tête. Enfin, ça veut dire par exemple que là, je n'aurai pas l'utilisation optimale de livre à vous-même. Voilà. Si vous voulez en tirer le meilleur avantage, vous prévoyez d'avoir 12, 15 événements survivants qui coûtent au moins 2. Et vous prévoyez que chaque événement, vous prévoyez que vous ne pourrez réduire le coût d'un événement qu'une fois par round. Alors un autre deck encore plus, spécial, hasardeux,
un deck Lola Ice pour un duo avec William Yorick. Et bon, l'idée, je ferai une vidéo sur ce deck, l'idée c'est d'être en survivant, à peu près tout le temps, donc là, encore, regardez ce que j'ai trouvé, qui peut être gratuit, chanceux, découverte fortuite, ça coûte X, où X c'est le nombre d'exemplaires dans la défausse, c'est une myriade, donc il y en a 3 en tout dans le deck. Si vous jouez le 3ème, le coût devrait être 2, le coût c'est 0. Donc avec livre à vous-même, la 3ème découverte fortuite, ça fait coût 0. Enquêtez, vous gagnez plus 2 en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez 2 indices supplémentaires dans votre lieu. C'est vraiment très bon pour ce prix-là. Encore catastrophe pour 0. Faire avec les moyens du bord pour 0. L'épreuve du feu pour 1. Véritable survivant pour 1. Et véritable survivant peut permettre de remonter 2 copies de dégourdi. Une copie de dégourdi remonte véritable survivant, l'autre copie remonte, je sais pas, par exemple, catastrophe, et donc on le rejoue encore et encore. Voilà. En tout cas, c'est vrai que j'ai hâte de jouer, c'est vrai que je l'avais plus en tête, j'ai hâte de jouer ce deck-là, mon deck Wendy Adams, avec quasiment que des événements. Et un gros moteur de pioche pour, si possible, jouer l'amulette de Wendy le plus tôt possible. Alors, carte neutre. Dans Civilisation oubliée, on avait le sac à dos, soutien, de niveau 0, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps. Réaction. Après l'entrée en jeu du sac à dos, cherchez jusqu'à 3 cartes objets ou ravitaillement non faiblesse parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et attachez-les face cachée au sac à dos. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans votre main. S'il n'y a aucune carte attachée au sac à dos, défaussez-le. La carte est assez intéressante, on tutore des objets, on les sort du deck, on les met dans le sac à dos, ils sont protégés de tous les effets de défausse de la main. Alors par contre, si on défausse le sac à dos, on les défausse avec. Mais 3 cartes parmi 6, c'est assez restreint. Alors les objets et ravitaillements, évidemment, on en a un paquet. Voilà, on a toutes les armes, notamment. Si on se cantonne au ravitaillement, on a contrebande et contrebande de niveau 2, munitions personnalisées et munitions supplémentaires, et planques. Et également produit de contrebande, la carte signature de Finn Edwards. Donc la carte est intéressante à condition d'avoir une bonne densité d'objets. Bien évidemment, comme toutes les cartes qui tutorent, c'est encore meilleur quand on joue Mandy Thompson sur la table, vu que ça permet de faire 4 cartes parmi 6, peu intéressant, ou plutôt 3 cartes parmi 9, beaucoup plus intéressant. Le sac à dos, souvent je suis tenté de le mettre dans un deck, mais je finis généralement par laisser tomber parce que c'est en concurrence avec d'autres cartes et j'ai rarement l'impression que la densité d'objets est assez grande pour justifier la carte. Là, on a le sac à dos de niveau 2. Le coût, il coûte 1 de moins, un icône de force en plus, et là pour le coup, c'est 3 cartes objets ou ravitaillement non faiblesse parmi les 12 cartes du dessus du deck. Donc là, ça devient beaucoup plus facile de trouver 3 cibles. Un deck standard, c'est 33 cartes. On pioche sa main de départ, 5 cartes, il reste 28 cartes. Donc 12 cartes, c'est quasiment, surtout si on ne joue pas au premier round ou si on a un peu pioché, c'est une petite moitié du deck. On cherche 3 objets ou ravitaillements parmi la moitié du deck. Un deck gardien standard, moi je vais mettre une paire d'armes, une autre paire d'armes, une 5e arme et 2 planques. Souvent je vais aussi mettre miroir sacré, je peux mettre bandoulière, que je réfléchisse. Niveau objet, je crois que j'ai fait le tour. Donc on résume 2 copies de la première arme, 2 copies de la deuxième, une copie de la troisième, miroir sacré, 2 planques, et je crois que c'est tout, ça fait 6 cartes sur 28. Et là vous avez la possibilité d'en prendre 3. Donc statistiquement, voilà, le sac à dos, vous devriez l'utiliser à son plein potentiel. Et si vous jouez William Yorick, William Yorick comme combattant tank, il est possible qu'il ait
2 copies d'une arme, 2 copies d'une autre arme, une copie d'un troisième type d'arme, 2 précieux souvenirs, 2 manteaux de cuir. Voilà donc plus de planques. Donc on est sur 12 cartes parmi 28. Encore plus probable de le remplir au maximum. Et évidemment, si Mandy Thompson sur la table, c'est du 4 cartes parmi 12. Autant avec le niveau 0, c'est plus logique de lui faire augmenter la profondeur de la recherche, autant là, c'est d'augmenter le nombre de cibles. Les faiblesses, la première, c'est d'andromorphose. Ça a les traits malédiction et flore. Ça occupe 2 emplacements de main, ça a une vie et pas de santé mentale. Révélation, mettez d'andromorphose en jeu dans votre zone de menace. Elle ne peut pas quitter le jeu tant qu'elle n'a pas de dégâts sur elle. Action rapide, subissez un dégât direct, infligez un dégât d'andromorphose. Je sais... Alors, voyons voir. Le gros problème, c'est les 2 emplacements de main. Ça veut dire que quand vous le révélez, vous le mettez en jeu, vous défaussez les cartes qui occupent vos 2 emplacements de main. Alors vous pouvez éventuellement vous en protéger. Si vous découvrez que vous avez ça comme faiblesse de base, vous pouvez intégrer dans votre deck bandoulière, voire mieux bandoulière de niveau 2. Alors, c'est une carte que moi j'aime, mais dans un deck avec d'andromorphose, ça se justifie encore plus, et là je pourrais envisager de mettre 2 copies de niveau 2. Voilà. Bandoulière de niveau 2, vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes, et si vous avez des soutiens armes qui occupent au moins 2 mains, on gagne plus de volonté. Donc si vous jouez un gardien qui a 2 armes à une main, il pioche d'andromorphose, il met en jeu, ça occupe ses 2 mains, c'est pas gênant, il a la bandoulière qui prend, on va dire, la relève. Par contre, si ses armes occupent, s'il utilisait déjà bandoulière, donc il avait par exemple 2 armes à une main, une arme à 2 mains, et là il faut quand même qu'il défausse des armes. Alors, s'en débarrasser, il suffit entre guillemets de subir un dégât direct. Un combattant, un dégât direct, ça devrait pas être trop dur pour lui, il part probablement à 9. Par contre, pour un chercheur, ça peut représenter beaucoup. Un chercheur qui commence avec 5 points de vie, pour peu qu'il ait déjà encaissé 1 ou 2 dégâts ou qu'il ait un trauma mental, ça fait un peu peur. Voilà. Alors, dans la civilisation oubliée, on avait une succession de cartes de faiblesse. La première, c'était condamné. Donc, traîtrise, faiblesse de base, malédiction, mode campagne uniquement, révélation, subissez une horreur. Dans votre carnet de campagne, sous la mention soutien d'histoire faiblesse obtenue de votre investigateur, indiquez que le destin approche. Si cela est déjà indiqué, retirez condamné de votre deck, cherchez destin inéluctable dans la collection et placez-le dans votre deck. Destin inéluctable, ça dit révélation, subissez 2 horreurs. Dans votre carnet de campagne sous la mention soutien d'histoire faiblesse obtenue de votre investigateur, indiquez que l'heure est sombre. Si cela est déjà indiqué, retirez destin inéluctable de votre deck. Cherchez le Glassone dans la collection et placez-le sous votre deck. Et enfin Glassone, ça dit vous êtes tué. Donc, vous révélez condamné, puis vous le révélez, vous passez à destin inéluctable, vous le révélez une deuxième fois, sachant que là ça vous inflige des horreurs, ce qui peut vous rendre dément. Et enfin, le Glassone, vous le révélez, vous êtes tué. Alors, c'est inéluctable. Si vous le piochez, vous avez aucune mesure, il n'y a pas de quand vous le révélez, faites ceci ou il se passe cela. Non, c'est inéluctable. À la 5e fois où vous piochez une faiblesse du cycle, vous êtes tué. Donc ça peut arriver très vite si vous n'avez pas de chance. Moi, assez logiquement, quand je fais un deck qui pioche énormément, je choisis une autre faiblesse aléatoire si je tombe sur condamné. Parce que, imaginons, vous jouez un deck Mandy Thompson, qui pioche énormément. Vous faites le tour de votre deck 2 voire 3 fois par scénario. Au 3e scénario, vous avez perdu. C'est pas amusant. Voilà, donc je le retire. À noter qu'il y a une petite solution pour lutter contre ça. On l'a vu en vidéo sur la campagne, le retour de la route de Carcosa de la Arkham JCE TV. Alyssa Graham
Action rapide inclinée à l'issagramme, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à l'issagramme pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Donc chaque round, avant l'entretien, avant la phase d'entretien, vous regardez si la carte du dessus de votre deck, c'est cette faiblesse, la condamner le glaçon, condamner destin inéluctable ou le glaçon. Si c'est cette carte-là, une fatalité et la carte va sous le dessous du deck. Dans le renouveau, on a aussi une succession de faiblesses. Une offre impossible à refuser. C'est un pacte, mode campagne uniquement. Quand vous devenez le détenteur de cette faiblesse, gagnez 2 points d'expérience. Révélation, perdez 5 ressources. Si vous ne pouvez pas retirer de votre deck une offre impossible à refuser, cherchez clause anti-caractère dans la collection et placez-la dans votre pile de défausse. Alors ça commence par un gain, 2 XP. Par contre, il faudra, à la révélation, payer des ressources. Clause en petit caractère, révélation, perdez 7 ressources. Si vous ne pouvez pas, retirez clause en petit caractère de votre deck, cherchez vendre votre âme dans la collection et placez-la dans votre pile de défausse. Vendre votre âme, perdez 10 ressources. Si vous ne pouvez pas, votre sombre protecteur arrache votre âme de votre corps, vous devenez dément. Alors là, il n'y a pas de 2 étapes, il n'y a pas de noter un truc, si c'est déjà noté, remplacez la faiblesse. Là, c'est soit vous arrivez à payer les ressources, soit vous passez à la faiblesse suivante dans la série. Autre remarque, la faiblesse, si on poursuit le cycle, la faiblesse qu'on récupère, on la met dans la pile de défausse, pas sous le deck. Du coup, si vous êtes amené à mélanger votre deck, ça ne vous gêne pas vu que vous savez que votre faiblesse est dans votre défausse. Et enfin, même sur la dernière carte de la suite, on va dire, il y a toujours cette possibilité payée pour ne pas là en l'occurrence vu que c'est la dernière de la série, pour ne pas devenir dément. Alors bien évidemment, comme dans une campagne on peut se retrouver avec plusieurs faiblesses de base, le pire qui puisse vous arriver c'est d'avoir cette série-là, une offre impossible à refuser et paranoïa, parce qu'il est possible que vous révéliez paranoïa, que vous perdiez toutes vos ressources, que vous ayez ensuite donc une offre impossible à refuser ou la suite, et que vous disiez non, je peux pas payer vu que je viens de perdre toutes mes ressources. Sinon cette faiblesse, alors elle a pas d'effet sur vous pendant la partie, pas de malus, pas d'emplacement de main occupé, pas de taille de main réduite, quoi que ce soit, mais idéalement vous voulez pas passer à la carte suivante, donc vous voulez pouvoir payer quand vous la piochez, donc ça vous immobilise 5 ressources. Vous devez, quand vous avez ça dans votre deck, vous allez probablement vous dire, il faut que je garde 5 ressources, comme ça quand la carte apparaît, je perds mes 5 ressources et j'avance pas dans le cycle. Parce que 5 ressources avec la première version, 7 avec la deuxième et 10 avec la troisième, c'est vraiment un gouffre financier. Alors tout à l'heure pour Dendromorphose, je parlais de la bandoulière de niveau 2 comme moyen de prévention. Et là, pour une offre impossible à refuser, on a à chaque jour suffit sa peine un permanent truand, mais qui permet de débuter la partie avec 2 ressources supplémentaires. Vous en mettez 2 paires, ça fait 4. Et donc, ces 4 ressources-là, vous les gardez de côté, d'une certaine façon. Vous gardez une ressource de votre pool de départ de 5 de côté. Et voilà, vous savez que vous avez les ressources prêtes pour payer la faiblesse. À noter que si à un moment donné vous êtes obligé à passer à la version suivante, vous devez maintenant payer 7 ressources, et si vous passez à la 3e version, vous devez payer 10. Si vous vous retrouvez avec un deck truand, je précise bien, si vous vous retrouvez avec un deck truand qui doit garder plein de ressources de côté, vous pouvez envisager de rentrer relation influente, voilà. Action rapide inclinée relation influente, vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez. Vous gardez 5 ressources de côté pour une offre impossible à refuser, ça vous fait +1. Ensuite, 7 ressources, si vous gardez 3 autres ressources, ça fait 10, ça vous fait +2. Voilà. Alors j'ai eu plein de soucis techniques pour cette vidéo, j'ai dû m'y reprendre en 2 parties, et il se fait tard, donc je vais faire
le récapitulatif très rapidement. Avec l'ensemble des rushs, je crois que je suis à 1h15 d'enregistrement. Alors, Éclipse sanglante de niveau 1. Éclipse sanglante de niveau 1, je pense que c'est la bonne version de l'éclipse sanglante. Vous payez une ressource, vous subissez 2 dégâts, vous combattez à volonté plus 2, vous infligez plus de dégâts. Intéressant. Couteau de survie, c'est vraiment très bon. Vous pouvez tuer un ennemi avant qu'il vous blesse, et ça pendant la phase des ennemis, sans dépenser d'action. Très intéressant par rapport à la version de niveau 0, et indispensable dans tous les decks tank. De la fiction à la réalité, ça coûte moins cher, c'est autant de secrets sans condition, ou plus de secrets en gardant la même condition. Les secrets, vous les répartissez sur plusieurs soutiens si vous le souhaitez, et tant que les soutiens sont dans votre lieu, vous n'avez pas besoin de les contrôler. C'est génial. Pierre ancienne, pensée vagabonde, du déplacement sans dépenser d'action, et potentiellement d'un grand nombre de lieux, c'est intéressant, faudra voir dans quel deck j'aurai envie de le mettre. Crâne décoré de niveau 3, c'est génial, vous accumulez les charges, pour une action, vous avez l'équivalent de 6 actions basiques, c'est vraiment un ratio qualité-prix, on va dire, qui est imbattable. Colle de poche de niveau 2, dès que vous pouvez le mettre en jeu, vous le mettez en jeu, il reste là, il attend, puis quand vous avez besoin de combattre un ennemi, vous avez une arme qui est correcte, surtout pour un truand, et vous pouvez, si vous avez assez d'action, faire 5 tirs pendant votre tour. Ah mince, il y a une carte qui m'a échappé, faudra que je corrige au montage. Ok. Voilà, bon, je reviens au récapitulatif. La pierre chtonienne, la version de niveau 0, dès qu'on révèle un symbole tentacule, paf, elle remonte dans la main et faut repayer 3. Là, on a deux coups de semonce. Comme il y a des charges, Akashi met une charge de plus, donc c'est encore meilleur dans son deck. Si votre mystique, ou pas mystique d'ailleurs, ça peut entrer dans un deck Ursula Dawns, si votre mystique ou non mystique fait des enquêtes avec son intelligence, vous mettez extatique pour recharger. Voilà, la version de niveau 0, j'ai jamais eu envie de la jouer, là c'est tentant. Modifier la destinée, vous payez 2 XP de moins, ça vous coûte une action de plus et vous pouvez faire ça que pendant votre tour, pas n'importe quand. Livrer à vous-même, c'est un permanent. Cette carte-là, elle incite à faire un style de deck bien particulier, 0 allié et des événements survivants qui idéalement coûtent 2 ou plus. Avec la version précédente, c'était un exemplaire dans le deck, fallait le piocher, maintenant c'est permanent, vous commencez la partie avec. Donc une carte que j'ai hâte de jouer. Sac à dos de niveau 2, au lieu de chercher 3 cartes parmi 6, c'est 3 parmi 12. Je pense que le sac à dos de niveau 0, souvent les gens se disaient ouais c'est intéressant mais j'ai pas assez d'objets pour que ça soit fiable. Là 3 parmi 12 c'est très fiable, à moins de jouer un deck volontairement pauvre en objets. Dans tous les decks ça devrait présenter de l'intérêt, à voir si vous gardez 2 points d'expérience pour ça. Bon voilà, c'est tout pour ce pack. Prochainement, en fonction de l'ordre du montage, je diffuserai la deuxième partie de la campagne La Nuit le renouveau de la Nuit Azéatrice fait avec Jenny Barnes. Aujourd'hui, j'ai récupéré mes packs d'investigateurs, donc demain je pochette. Je pense que je les pochette tous et je vais tester. Je sais pas si je l'ai sous les yeux. C'est assez bizarre. Est-ce que c'est par là? Je vais tester mon deck Winifred Abamok. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà mon deck Winifred Abamok Megatest. Et également les 2 decks que vous avez vus plus tôt. Wendy livre à elle-même et Lola Eyes en binôme avec William Yorick. Et je filmerai une partie avec ce deck ou avec un deck similaire une fois que j'aurai un peu stabilisé la liste. Bon allez, il est quasiment 2h du matin, je commence à fatiguer. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine. Au revoir.